Tout le monde connaît la forêt de Fontainebleau qui attire tous les ans plus de 3 millions de visiteurs. Cet engouement populaire débute dès le 19e siècle, à l'instigation des peintres de l'école de Barbizon, précurseurs de l'impressionnisme. C'est bien sûr la forêt elle-même qui attire ces adeptes de la nature. Encore aujourd'hui, son relief si particulier, dû au massif de grès, charme les randonneurs ou les amateurs d'escalade. Mais saviez-vous que ces roches abritent pour certaines des gravures datant de la préhistoire? Eh oui, les cavités rocheuses du massif de Fontainebleau et du tout proche parc naturel du Gâtinais français ont été pendant des millénaires les témoins du passage de l'homme. On appelle ces cavités des abris ornés. Donc on appelle aussi le parc naturel du Gâtinais français le pays des 1000 clairières et du grès. La forêt sur notre territoire présente 30% du territoire, et dans cette forêt, qu'est-ce qu'on trouve c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les abris ornés. Les abris ornés, ils sont au nombre de plus de 1000 sur le périmètre du parc et de la réserve de biosphère. C'est l'un des sites c'est le site le plus important d'abris ornés en France. Plus de 1200 abris ornés, répartis entre la Seine-et-Marne, l'Essonne et les Yvelines. Les massifs de grès sont le résultat de la cimentation de grandes quantités de sable selon un processus mal connu, mais lié à des mouvements d'eau chargés de silice. Le sable ainsi aggloméré forme des bancs de grès dont l'épaisseur peut varier de 5 à 20 mètres. Leur densité variable et l'érosion ont conduit ces bancs à se fracturer au fil du temps, créant des abris naturels et des reliefs aux formes incongrues, propices à l'imagination. Dans ces anfractuosités demeure depuis parfois 12 000 ans un héritage méconnu, une mémoire gravée dans la pierre. Alors c'est en 1865 à Ballancourt en Essonne que le tout premier abri orné a été signalé par deux historiens, Jules Quicherat et Henri Martin, qui n'étaient pas du tout archéologues, qui n'étaient pas préparés à leur découverte. Ensuite, à part quelques découvertes sporadiques, il faut attendre 1902 avec Georges Courty, qui habite à Étampes et qui commence un travail d'ampleur par des recherches et des prospections dans les environs d'Étampes. Donc il fait un travail assez conséquent pour l'époque et il commence à étudier la signification des abris, et c'est effectivement le premier qui fait un rapprochement avec l'art préhistorique. Les chercheurs se succèdent dans le courant du XXe siècle pour tenter d'approfondir la connaissance de l'art rupestre de Fontainebleau. Parmi eux, James-Louis Baudet et Jacques Hinoux effectuèrent des fouilles importantes. Ces initiatives demeurent toutefois isolées. C'est pourquoi est fondé en 1975 le groupe d'études, de recherche et de sauvegarde de l'art rupestre, le GERSAR. Cette association réunit des chercheurs bénévoles qui entreprennent de prospecter dans toute la zone des cahots rocheux de Fontainebleau afin de découvrir de nouveaux abris. Alors à l'époque, en 1975, il y avait environ 400-450 abris connus. À ce jour, nous en sommes à 1200. Ensuite, le GERSAR a entrepris un travail d'étude et de relevé des abris, du moins pas tous naturellement, les plus significatifs, les plus pertinents pour essayer de comprendre cet art rupestre. Alors l'art rupestre de Fontainebleau est géométrique, non figuratif, essentiellement à base de lignes droites. C'est un style qui est en fait imposé par la roche, parce que la gravure était obtenue par rainurage, ce qui évidemment favorise la ligne droite. Donc nous n'avons pas de comparaison avec les autres arts rupestres connus qui sont essentiellement figuratifs ou semi-figuratifs, en représentant des animaux ou des objets, ce qui évidemment donne des éléments pour les attributions chronoculturelles, ce qui n'est pas notre cas. Donc c'est une difficulté. Alors nous sommes ici à l'abri qui est appelé grotte à la peinture en raison d'une peinture digitée qui se trouve au plafond. Et cet abri est surtout remarquable pour sa grandeur car il a pu servir d'habitat. Le grand intérêt de cet abri, c'est que sur la banquette que nous voyons derrière, il y avait un élément de paroi qui s'est effondré sur le niveau archéologique. Alors cette banquette représente la cicatrice du bloc qui s'est effondré et qui était en continuité avec la paroi que nous voyons ici.
Cette paroi donc était ornée et elle s'est effondrée face ornée contre le sol mésolithique qui était au pied. Un morceau de roche orné de quadrillages s'est détaché de la paroi. Ces gravures se sont alors retrouvées face contre terre. La stratigraphie observée sous cette roche a révélé la présence d'une noisette brûlée au milieu d'artefacts humains spécifiques à la période mésolithique. On peut donc parler d'une couche mésolithique. La noisette a été datée aux environs de moins 5500 avant notre ère, grâce à la technique du carbone 14. On peut donc dater la couche qui la contient à cette même période, soit la fin du mésolithique. Or, la roche a été ornée, après sa chute, de quadrillages similaires à ceux observés sous le bloc sur ses faces supérieures. En outre, la stratigraphie qui recouvre partiellement le bloc révèle des artefacts similaires à la couche inférieure. On peut donc sérieusement envisager que c'est une même population qui a orné ce bloc avant et après sa chute, aux alentours de moins 5500. Les gravures du bloc datent donc de cette époque. Cette paroi effondrée, fossilisée en quelque sorte, a fossilisé ces gravures par rapport au niveau archéologique sur lequel il reposait. Donc là, c'est vraiment l'abri le plus pertinent que l'on ait actuellement en forêt. Si la grande majorité des œuvres présentes au sein du massif de Fontainebleau sont attribuées au Mésolithique, l'art rupestre de Fontainebleau s'étale en réalité de la fin du Paléolithique jusqu'à nos jours. Une raison de plus pour l'ONF et le Parc naturel régional du Gâtinais français de se joindre aux efforts du Gersard pour tenter d'appréhender et de mieux connaître les êtres humains qui ont laissé leurs traces successivement dans les abris de la forêt. Cette initiative a notamment amené l'ONF à entreprendre une étude palynologique sur plusieurs sites répartis sur le parc du Gâtinais français. Quand on a démarré le projet donc sur l'étude des gravures rupestres, on a eu envie de pouvoir resituer toutes ces gravures à la fois dans leur contexte humain. Quels sont les hommes qui ont fait ces gravures, pourquoi, où est-ce qu'ils étaient implantés, est-ce qu'on a des habitats humains à proximité, également dans leur contexte environnemental, à savoir dans quel univers, dans quel environnement ces hommes habitaient, est-ce que la forêt était présente et à quel moment, comment ça a évolué, pour pouvoir mieux comprendre tout le contexte dans lequel ont pu être fait ces gravures. La palynologie, c'est l'étude des pollens et des spores fossiles. En fait, tous les végétaux produisent des pollens et des spores en grande quantité, et en fonction de leur famille ou de leurs espèces, ces pollens et spores sont reconnaissables, soit par leur taille, par leur forme, par certaines différentes caractéristiques. 4 tourbières ont fait l'objet d'analyses palynologiques sur le massif forestier. 3 sont situées sur la forêt de Fontainebleau et une sur celle des Trois Pignons. Avant de prélever, des sondages manuels ont été réalisés à l'aide d'une tarière afin d'évaluer la profondeur de ces tourbières et de décrire la stratigraphie, c'est-à-dire l'accumulation successive des différentes couches de tourbes. Dans la tourbière la plus profonde, ces sondages sont descendus à plus d'1,50 m. Les prélèvements ont ensuite été réalisés à l'aide d'un carottier. Au total, 10 carottes de 80 cm ont été prélevées dans ces 4 tourbières. Elles ont ensuite été envoyées au laboratoire de palynologie de Rennes, où elles ont été découpées en échantillons. La moitié de ces échantillons a été envoyée dans un laboratoire pour datation radiocarbone, et l'autre moitié a été préparée pour le comptage et la détermination des pollens. Les plus anciennes datations remontent vers moins 9000 avant notre ère, et correspondent à la période du Mésolithique. D'autres correspondent au Néolithique, à la protohistoire, à l'Antiquité, au Moyen-Âge et aux périodes plus récentes. En moins 40 000 débute le Paléolithique supérieur. C'est en fait la fin de la période dite du Paléolithique, littéralement le vieillage de pierre, qui a débuté avec les premiers êtres humains. L'homme maîtrise une série d'outils taillés dans la pierre qui lui permettent de chasser, mais aussi de pêcher, coudre et bien sûr peindre ou graver dans la roche. La plus vieille expression artistique humaine retrouvée à ce jour est datée à moins 70 000 ans, soit 30 000 ans avant le Paléolithique supérieur. Mais c'est cette dernière période qui voit apparaître les œuvres préhistoriques les plus spectaculaires. Peintures, sculptures, gravures. On se souvient de la toute récente découverte de la grotte Chauvet, de la Dame de Bras-en-Puy ou de la mythique grotte de Lascaux. 2 représentations de cheval ont été découvertes dans les abris ornés de Fontainebleau. Une peinture
peinture et une gravure attribuées toutes deux à la période dite du Magdalénien, c'est-à-dire vers moins 12 000 ans avant notre ère. Ce sont les plus anciennes œuvres trouvées à ce jour dans le massif. Alors nous pensons que à la période magdalénienne, c'est-à-dire à la fin du Paléolithique, les glaciers reculent et dégagent en fait le nord de la France. Alors qu'auparavant, les glaciers empêchaient ou limitaient l'occupation humaine. Au Paléolithique supérieur, enfin à la fin de la dernière glaciation, on est vraiment dans une végétation très ouverte. On n'a pas d'arbres ou des arbustes et il fait froid. Donc les arbres, ça ne leur plaît pas. Donc on est vraiment dans un paysage style steppe toundra. Alors nous voici devant la vénérable gravure de cheval de la Ségognole. Nous voyons donc, je commence par la partie qui se voit le mieux, l'arrière-train, avec les pattes arrière, la queue, l'arrêt de la représentation de la patte arrière pour donner un effet de perspective, un effet de réserve. Même chose pour la patte avant. Ce qui lui donne un caractère commun avec les chevaux, avec certains chevaux du moins de la grotte de Lascaux, en Dordogne, ce qui nous permet une attribution chronoculturelle aux Magdaléniens anciens, donc environ moins 12 000 à moins 15 000 avant notre ère. Le Paléolithique supérieur s'achève avec un bouleversement climatique. Une ère glaciaire prend progressivement fin, libérant des territoires entiers et provoquant une évolution considérable de la flore et de la faune sur notre territoire. Petit à petit, le climat va se réchauffer. On va avoir l'apparition d'arbres d'essence pionnière, comme le bouleau, d'arbustes comme le genévrier. Et petit à petit, la colonisation arbustive va se faire de plus en plus importante. On va voir l'apparition, après le bouleau va succéder le pin. C'est l'ère du Mésolithique qui commence 9500 ans avant notre ère. L'homme du Mésolithique doit s'adapter à cette évolution climatique. Il se déplace moins car il est moins dépendant des grandes migrations de troupeaux. Il reste néanmoins dépendant de la chasse et de la cueillette, mais sur de moins longues distances. C'est à cette époque qu'il invente l'arc, comme en témoignent les nombreux microlithes qui servaient de pointe de flèche. C'est comme toutes les périodes charnières en archéologie. Les périodes de transition sont très difficiles à aborder parce qu'il y a des changements constants dans les cultures et en préhistoire en particulier. Au fil du temps, il y a une diversification régionale des cultures. On n'a plus de grandes cultures qui couvrent le continent entier. On a une mosaïque de cultures avec chacune ses traditions, son outillage et une répartition géographique variable, ce qui complique la compréhension de ces peuples. Alors, nous avons là un ensemble de gravures tout à fait classiques et typiques de l'ensemble attribué à la période mésolithique, en particulier ces quadrillages, qui sont la représentation emblématique de la rupestre du sud de l'Île-de-France. Donc ce sont des structures graphiques stéréotypées, mais avec de grandes variantes dans l'exécution de chacune d'elles. Et on voit ici qu'elles sont tout à fait désordonnées, il n'y a pas de composition. Mais elles sont très soignées, ce qui demandait un travail assez approfondi. Contrairement au Paléolithique, le Mésolithique a livré très peu de témoignages d'art. La forêt de Fontainebleau abrite à n'en pas douter la plus grande concentration d'art mésolithique en France. La forme la plus représentée de l'art mésolithique est le quadrillage. On trouve également des cupules, sillons, représentations circulaires, mais aussi des formes plus figuratives, mais sommaires, comme des cervidés, des arboriformes ou des représentations humaines. L'ère qui suit le Mésolithique est caractérisée par un changement d'ordre social, puisque l'homme se sédentarise et abandonne progressivement la chasse et la cueillette. Il commence à produire sa nourriture en pratiquant l'élevage et la culture. C'est une révolution dans l'histoire de l'humanité. L'homme influe désormais sur son environnement et diminue ainsi les risques de pénurie. À partir du néolithique, l'homme va se sédentariser et donc va commencer à agir directement sur son milieu. Il va défricher, déboiser et il va transformer petit à petit son milieu environnement qui, autrement, sans intervention de l'homme, aurait continué à évoluer vers une forêt mixte. Nous avons quelques gravures que l'on attribue au néolithique, mais sur des considérations stylistiques, donc ce qui est un peu fragile. Et il y a un très petit nombre de gravures.
La Convention veut que la préhistoire s'achève avec l'invention de l'écriture. Cependant, cette dernière ne nous parviendra qu'à l'Antiquité avec les Romains. On a donc baptisé la période comprise entre le Néolithique et l'Antiquité la proto-histoire, qui regroupe l'âge du bronze et l'âge du fer. L'âge du bronze n'a livré qu'une seule et unique œuvre dans les chaos rocheux de Fontainebleau. Les périodes de l'âge du fer et de l'Antiquité ne sont quant à elles pas du tout représentées. Il faut attendre le Moyen-Âge pour voir l'homme renouer avec les abris ornés. Alors nous avons ici une triple enceinte qui est constituée de 3 carrés concentriques avec des médianes qui ne se recoupent jamais au centre. C'est une représentation stéréotypée qu'on trouve en assez grand nombre dans les abris ornés de Fontainebleau, mais que l'on retrouve également sur des églises ou des châteaux forts. Donc c'est très probablement une gravure médiévale. Enfin, les époques plus récentes, modernes et contemporaines, livrent elles aussi des gravures rupestres que l'on qualifie de graffitis historiques. Il est intéressant de noter que les études palynologiques, adossées à l'examen de cartes anciennes, ont révélé que la forêt, à ces époques, était beaucoup plus clairsemée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais revenons aux formes les plus fréquemment observées dans les abris. Les quadrillages du Mésolithique. Quelles informations nous donnent-ils sur les hommes de cette époque? La non-organisation des panneaux ornés, le côté très stéréotypé et répétitif font penser à des symboles correspondant à une notion évidemment qui nous échappe complètement, à un besoin, mais qui a été répétitif pour ces gens, et qui leur imposait de réaliser cette structure graphique en quelque sorte sans beaucoup de variantes individuelles, sauf dans le choix de la grandeur, de la taille, etc. Mais la structure graphique était identique. Donc ce côté répétitif, lorsque l'on fait des comparaisons avec l'ethnologie, nous permet d'avancer cette hypothèse de l'ex-voto de la prière. Ce ne sont pas des œuvres artistiques, hein. Il y a un côté fonctionnel par rapport au surnaturel. L'avenir nous donnera peut-être des informations complémentaires à la compréhension de ces témoignages. Mais d'ici là, il est impératif de conserver les œuvres dont nous disposons déjà et de continuer à collecter ces précieuses données qui ont traversé les époques jusqu'à nos jours. C'est aussi la responsabilité du public de veiller sur cet héritage. C'est la méconnaissance de ce patrimoine qui s'avère être son pire ennemi. C'est pourquoi le projet La Mémoire dans la pierre, à travers les différents programmes de mise en valeur à l'initiative de l'Office national des forêts, du Parc naturel régional du Gâtinais français et du Gersard, est avant tout axé sur la pédagogie. L'idée du projet, quand on s'est mis autour de la table avec l'Office national des forêts et le Gersard, c'était en premier lieu d'expliquer aux gens la richesse et la valeur de ces gravures rupestres sur le territoire du parc. Le projet La Mémoire dans la pierre s'est déroulé dans le cadre de la démarche Fontainebleau Forêt d'exception. Cette démarche, initiée par l'Office national des forêts, a pour objectif de valoriser les forêts domaniales les plus remarquables sur le plan patrimonial et de les inscrire dans une réelle dynamique territoriale. Elles doivent pouvoir devenir des modèles d'une politique d'excellence de gestion durable de la forêt, dans sa dimension paysagère et de biodiversité, dans sa fonction économique et territoriale, dans son environnement social. Sur Fontainebleau, dans le cadre d'une démarche d'innovation et de concertation avec les élus locaux, les collectivités, établissements publics et associations locales, on a développé donc un projet avec différents objectifs. Et l'un d'eux, c'est la préservation du patrimoine et la valorisation de l'identité du massif. On a donc fait le projet La Mémoire dans la pierre, qui vise à faire connaître et à sensibiliser le public à la préservation de l'art rupestre dans la forêt. Effectivement, il faut sensibiliser le public, lui faire connaître le patrimoine pour qu'il le respecte mieux, car ce patrimoine participe à l'identité du massif, mais d'un autre côté, il présente quelques risques de dégradation, principalement les feux. Des personnes non conscientes qu'il peut y avoir des gravures rupestres sous des abris ornés font un feu et peuvent détruire comme ça des gravures rupestres. Il est vrai que les dégradations qu'on peut voir sur certains de ces abris peuvent être un saccage dû au vandalisme, mais la plupart des dégradations sont dues à l'ignorance.
Il est vrai que le parc, de par sa position géographique, avec des sites comme l'Archamp, donc une partie de la forêt de Fontainebleau, attire un public vraiment nombreux, surtout à certaines périodes de l'année. Ces abris se trouvent justement pour un grand nombre dans ces lieux hautement fréquentés et hautement touristiques. Donc en fait l'enjeu de ce projet, La Mémoire dans la Pierre, est de concilier cette fréquentation et cette préservation. Interdire l'accès n'est pas la bonne solution. Ces abris, pour une bonne partie, sont sur le domaine public, donc accessibles à tous. Donc l'idée, c'est de sensibiliser les touristes, les personnes, les habitants, en disant il y a un trésor à proximité, donc il faut le respecter. Et si vous découvrez des gravures, essayez de ne pas les dégrader. Différentes actions sont mises en œuvre depuis maintenant 3 ans pour sensibiliser donc le public à ce patrimoine. Ce sont des journées thématiques annuelles qui ont lieu au mois de juin. Pour cette année, donc ça sera la 2e édition. Ce sont des journées qu'on a appelées les journées de la rupestre. Et le dernier point que le parc met en place cette année spécifiquement, c'était pas vrai l'année dernière, c'est un travail de proximité avec les écoles qui sont proches de la zone des gravures autour du massif des 3 Pignons. Donc on a 4 communes, 4 écoles primaires qui vont pouvoir bénéficier et de l'intervention d'une association spécialisée, couplée à une visite du musée de la préhistoire de Nemours et de visite de vrais abris avec le GERSAR, les techniciens du parc et de l'ONF. Essentiellement donc ces figures géométriques. Et par ici on a autre chose que vos copains ont trouvé tout de suite. Est-ce que vous arrivez à... alors montre-moi, ce que vous avez entendu tout à l'heure. Non. Bien. Le sentier découverte de la rupestre permet, sur une boucle de promenade familiale d'1h30 environ, de faire découvrir au grand public la rupestre à différentes époques. Pour chaque époque, il y a un panneau avec un moulage de l'époque qui correspond aux gravures rupestres qui étaient faites à ce moment-là, avec 2 panneaux explicatifs autour. Le premier sur le contexte environnemental et humain, et le deuxième sur la rupestre en lui-même, le style ou les techniques utilisées. Les sentiers découvertes, ainsi que tous les projets mis en place dans le cadre de La Mémoire dans la Pierre, ont volontairement été pensés afin de ne pas dévoiler les emplacements des abris au plus grand nombre, privilégiant ainsi les visites en petits groupes, organisées notamment tout au long de l'année par le GERSAR. C'est aussi dans cette optique qu'a été réalisée une numérisation de l'abri remarquable du Coquibus, dont voici quelques extraits. L'abri du Coquibus, surnommé également abri du Cavalier, se trouve en forêt domaniale des 3 Pignons, sur la commune de Milly-la-Forêt. Il a été découvert en 1949 par Pierre Poignant. Cet abri se caractérise par l'abondance des gravures qui s'y trouvent, par leur variété et par leur intérêt. Les gravures sont réparties sur l'ensemble de la cavité, y compris au sol et au plafond. Ici, un quadrillage bien particulier. Il est inclus dans un pentagone dont les 2 côtés qui sont perpendiculaires à la base se poursuivent et se terminent par une petite cupule. On retrouve également une petite cupule au sommet de cette figure qui semble évoquer une cabane ou une structure d'habitation. Les sillons et quadrillages de l'abri ont été gravés plus ou moins profondément. Certains sont associés à des représentations anthropomorphes. On distingue ici une figure humaine en forme d'épingle à cheveux. Ses yeux et son nez sont figurés, ainsi qu'un bras écarté et tendu vers le bas. Cette figure semble associée aux 2 quadrillages qui l'entourent, puisqu'un de ses flancs est confondu avec un des traits d'un quadrillage. Enfin, nous avons ici le cavalier qui a donné son surnom à l'abri. Il s'agit d'un homme armé, portant un aume et une épée, chevauchant vers la droite.
Enfin, on trouve à proximité la représentation d'un autre cheval, plus petit, plus stylisé et qui est peut-être lié au cavalier. Cette visite virtuelle de l'abri du Coquibus nous place devant l'exceptionnelle richesse de cette cavité. Il s'agit incontestablement d'un des plus beaux abris du massif, et qui présente aussi les gravures les plus représentatives du sud de la région francilienne. Il est l'un des nombreux trésors dont recèle la forêt du pays des Mille Clairières et du Grès, mais chut,